La semaine prochaine, 50 000 élèves passeront les épreuves du CEB, le certificat d'études de base. Les examens ont lieu tous les jours de la semaine. C'est un stress évidemment pour les enfants, mais pour les parents également. Pourtant, le taux de réussite atteint les 92%, d'où cette question, le CEB est-il trop facile? Je vous propose tout de suite de regarder un reportage sur les préparatifs justement du CEB. Il a été tourné à l'école Notre-Dame de la Sagesse. Qu'est-ce qui sait me rappeler également votre deuxième copain CEB? Dictionnaire. Préparatifs et révision. À 3 semaines de leur CEB, ces élèves testent ce matin leur connaissance en histoire géo. Sur leur bureau, l'examen de l'année 2010. Tu te sens prêt? Pas encore. Non. Pourquoi? Je sais pas encore. Il faut que je travaille encore un peu. Maths, français et éveil. Du 17 au 21 juin, tous les matins, les enfants passeront les épreuves du CEB. L'après-midi est consacré aux révisions. Chaque jour, les professeurs découvrent les questionnaires en même temps que les élèves. On ne connaît rien du tout. Donc on arrive le matin à 8 h, notre directeur nous donne toutes les informations avec toutes les consignes très précises à suivre. Et nous, on transmet simplement et on découvre en même temps qu'eux. CEB, 3 lettres au bout desquelles se dessine la première secondaire. Certains s'y voient déjà. Pour d'autres, le CEB rime surtout avec angoisse et inquiétude. C'est quand même important le CEB, donc c'est normal d'être un peu stressé. Est-ce que tu es prête pour passer en première secondaire? Oui, j'ai envie d'être avec les grands. J'ai peur de redoubler, trucs comme ça, quoi, redoubler. Je suis sûre que je vais réussir. Pourquoi, à ton avis? Eh ben, parce que je crois en moi et j'ai envie de le faire. Et je vais tout donner pour le faire. Que Ryan, Mathia, Nafissa et les autres se rassurent, le certificat d'études de base est attribué aux élèves qui obtiennent au moins 50%. L'année dernière, le taux de réussite était de 92%. Et voilà, nos invités nous ont rejoints sur ce plateau. Michel Delvaux, directeur du Sacré-Cœur de Gansoron. Marc Delvaux, pardon. Jean-Luc Adams, chef de cabinet adjoint de la ministre de l'Enseignement, Marie-Dominique Simonet. Bonsoir. Bonsoir, vous la représentez ce soir. Et puis Jessica Mati de la FAPEO, la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. Alors, je vais poser la question à tous les trois. Un taux de réussite de 92%, c'est normal ? Dans le cadre d'une école de la réussite, avoir un taux qui soit à 60% serait un gros problème politique. Donc 92%, ça semble quelque part assez logique, mais je pense qu'on est dans des bonnes formes, dans un bon créneau. Mais on se pose la question en fait depuis 4-5 ans, grand maximum, depuis le moment où le CEB est attribué à partir d'une épreuve externe. En réalité, si on analyse les taux d'attribution des CEB depuis même 15 ans, les taux n'ont pas varié. Et donc on a fait aujourd'hui, je pense, du CEB un problème qui ne devrait pas se poser. Les enfants sont prêts, il faut faire confiance aux enseignants, aux écoles. Elles travaillent avec les enseignants, avec les écoles, avec les élèves. Et voilà, c'est un peu les médias qui ont créé un peu cette polémique. Jessica Mati, ça veut dire que tout va bien? Ça veut dire que 92%, c'est un chouette chiffre qui est encourageant, mais qui cache une réalité un peu plus difficile. Les élèves qui ont réussi le CEB n'ont pas tous réussi avec des notes mirobolantes. Il y a des élèves qui le passent à 50-51% et qui vont se retrouver en première commune avec des élèves qui ont vraiment bien maîtrisé la matière avec 95 à 100% de réussite. Donc, est-ce que c'est normal finalement d'avoir un seuil de réussite aussi bas? Est-ce que 50%, c'est vraiment un bon indicateur de maîtrise des compétences de base? Et là, je renvoie la question à Voilà, mais justement, Michel. On se pose la question aujourd'hui. Avant 2008-2009, première année où on a effectivement une épreuve externe obligatoire, les CEB étaient attribués par les écoles sur la base d'une épreuve qui bien souvent était déjà une épreuve externe. Les écoles de l'enseignement libre passaient l'interdiocésain, les écoles communales passaient l'examen cantonal, donc construit par l'inspecteur de secteur. Et le taux de réussite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était le même, et le seuil de réussite était le même aussi. Donc
Mais ça ne veut pas dire que c'était mieux il y a quelques années. Non, l'hétérogénéité, tout à fait. L'hétérogénéité des résultats, elle a toujours existé. Et là, je pense qu'il faut faire confiance également aux enseignants du secondaire pour pouvoir prendre en compte cette hétérogénéité. Parce que finalement, un professeur de 6e primaire, quand il travaille avec ses élèves, eh bien, l'élève qui obtient son CEB avec 52-53% à la fin de l'année et celui qui l'obtient avec 85%, cet enseignant de 6e primaire, il a travaillé toute l'année avec ses enfants et il a pu différencier les apprentissages et ça a été fait tout au long de la scolarité. Mais est-ce que c'est pas finalement reporter le problème au secondaire, refiler la patate chaude? Pour nous, il y a un problème de transition entre le primaire et le secondaire, parce que clairement, l'élève, lorsqu'il arrive en secondaire, il n'embarque pas avec lui les résultats qu'il a eu à son CEB ou les résultats de l'année précédente. Donc concrètement, il arrive dans une classe où l'enseignant première secondaire est confronté à des élèves, un groupe classe avec des niveaux très différents, une vraie hétérogénéité qu'il est difficile de gérer pour un enseignant. Monsieur Delvaux, avec 50% des acquis, est-ce qu'un élève est suffisamment prêt pour se lancer dans la grande aventure du secondaire? Personnellement, je ne le pense pas. Je pense qu'avoir 50% des compétences minimales de base, c'est insuffisant. Et pourtant, il y a des élèves qui passent avec 50% et même parfois moins. Avec moins, exactement, parce que si l'enfant n'a pas 50% dans toutes les matières de l'épreuve externe, il est délibéré en commission interne. Et quand bien même l'école ne lui délivrerait pas le CEB, il y a encore la possibilité de recours. Et à ce moment-là, c'est une commission qui délivre à la place de l'école et à la place de la certification du CEB, qui dispense ou non et qui délivre ou non le CEB. Et ça arrive souvent, ça ? Ça arrive, non, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive de temps en temps, et je vous prie de croire que quand une équipe éducative a pris en âme et conscience la décision de ne pas faire passer un enfant, parce qu'on sait très bien que cet enfant va être, je ne vais pas dire... dépassé. Il va être totalement dépassé, et pas en fin d'année, mais dès le 15 septembre, il va être complètement dépassé en secondaire. Je ne pense pas qu'on lui rende service. C'est pas une aberration, ça, monsieur Adams ? Mais les recours sont inscrits dans le décret mission. Ça a commencé par le secondaire, hein, donc, et les procédures de recours existent. Ces procédures de recours, elles ont leur sens. Maintenant, il faut garder cela à sa juste proportion. Hein. Je suis d'accord avec M. Delvaux que la commission ne connaît pas nécessairement le cas de l'élève, mais si mes souvenirs sont bons, je peux me tromper, mais ces chiffres sont publiés. De toute façon, il suffira d'aller vérifier. Sur 80 recours introduits l'année passée, il y en a moins de 20 qui ont été reconnus fondés et pour lesquels il y a eu une modification. Donc, il faut quand même ramener ça à sa juste proportion aussi. Mais c'est qui, finalement, qui a le pouvoir de décision finale ? Est-ce que c'est la direction de l'école ou est-ce que c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Alors, l'élève qui a réussi les épreuves externes se voit automatiquement délivrer le CEB. Donc, avec 50% minimum ? Oui. L'élève qui n'a pas réussi une des épreuves, c'est le jury interne qui va attribuer le CEB sur la base de l'évolution du bulletin, par exemple. Là, c'est les enseignants de 5e, de 6e, la direction qui se réunissent et qui attribuent ou non le CEB. Et puis, si les parents estiment qu'il y a un recours qui peut être fondé, le recours est introduit auprès du service de pilotage du système éducatif. Et là, il y a une commission présidée par l'administrateur général qui prend la décision. Monsieur Delvaux, est-ce que vous ressentez parfois quand même la pression de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur vos épaules pour faire passer l'un ou l'autre élève ? Il est clair que quand on a, par exemple, au pourcentage final des élèves qui ont 47%, 48%, nous avons pour mission d'aller revérifier les épreuves, non pas pour aller trouver le point qui sauverait l'enfant, mais simplement de s'assurer qu'il n'y a pas des points qui auraient été, entre guillemets, et j'emploie vraiment les guillemets, volés à l'enfant, et qui lui permettrait d'avoir son CEB en ligne directe. Vous êtes d'accord, vous, en tant que représentant des parents, avec cette situation ? Avec la situation de voler les points on n'a pas vraiment de position là-dessus parce qu'on n'est pas dans la relation pédagogique. Non, mais le fait de faire passer des élèves qui n'ont même pas atteint les 50%, c'est normal ? Pour nous, 50%, ça ne témoigne pas d'une maîtrise des compétences de base et il est difficile de suivre en première lorsqu'on sait à moitié écrire, à moitié lire et à moitié calculer. On se pose aussi la question de savoir, mais
quid des 8% des élèves qui n'ont pas ce CEB, qui vont en différencier. Et il faut quand même savoir qu'il y a une grosse proportion d'élèves, 2000 sur 25 000 dans le premier degré qui sont dans le différencié. 88% de ces élèves sont dans des écoles en encadrement différencié. Ça témoigne de problèmes d'inégalité totale. Précisé pour les téléspectateurs. Donc c'est en fait une année parallèle à la première commune dans l'enseignement général qui va permettre à l'élève de passer son CEB, mais déjà dans l'enseignement secondaire. Et donc il va un petit peu rattraper le retard. S'il ne le passe pas après la première, il passe en deuxième différencié. Et puis après, c'est la relégation qui s'inscrit. Monsieur Adams, pourquoi tout simplement ne pas garder le CEB, puisque je pense que tout le monde est d'accord avec cette épreuve standard, mais pourquoi ne pas tout simplement rehausser le seuil de réussite? Alors moi, je voudrais quand même rappeler que le CEB, c'est la fin d'une étape dans un cursus qui va de 2,5 à 14 ans, puisque c'est à l'intérieur des socles de compétences et que, logiquement, c'est à 14 ans qu'une décision devrait être prise avec le CE1D. C'est l'équivalent du CEB à la fin du premier degré du secondaire. Là où je suis tout à fait d'accord avec Madame Maty, c'est pour dire que la transition entre le primaire et le secondaire doit être encore beaucoup plus travaillée. Mais normalement, si on prend le décret école de la réussite et le décret mission, l'enfant doit pouvoir parcourir sa scolarité de 2 ans et demi à 14 ans à son rythme. Alors on a gardé le CEB en 2008 parce que nous étions dans une structure de l'enseignement où on avait maternelle, primaire, secondaire, avec une césure entre le primaire et le secondaire et un CEB qui existait avant, parce qu'il existe depuis, je ne connais pas la date par cœur, mais ça remonte il y a très longtemps. Aujourd'hui, on est dans un cadre qui tend à évoluer, et il évolue depuis 1995-1997, décret école de la réussite et décret mission, vers des compétences qui doivent être atteintes, je le rappelle, à 14 ans. Les socles de compétences, le Parlement qui les a adoptés dans le début des années 2000, fin des années 90, a bien fixé que ces compétences devaient être atteintes à 14 ans. Alors le CEB, ça veut aussi dire que certains élèves obtiennent 51%, d'autres 95%. Il y a là des grandes disparités entre élèves, mais entre écoles aussi. Oui, il y a certaines écoles primaires qui ont un énorme taux de réussite au CEB, proche de 100%, et qui s'en vantent d'ailleurs en début d'année dans les inscriptions. Voilà, chez nous, on réussit le CEB, puis d'autres écoles où c'est ras les pâquerettes. Donc ça témoigne vraiment, ce CEB, aussi de problèmes d'inégalité entre élèves, entre écoles, et tout le monde n'est pas égal face au passage du CEB. Monsieur Delvaux, une dernière réaction par rapport à ça. Dans votre école, le taux de réussite, il est à... Je ne peux pas le déclarer puisque c'est interdit par le décret. Ça ne peut pas faire l'objet de quelque publicité que ce soit. Donc je ne comprends pas que certaines écoles puissent justement dire moi j'ai 60% de réussite ou j'ai 100% de réussite. C'est quelque chose qu'on ne peut pas présenter aux parents ou même dans des organes de participation. Ce n'est pas accepté par la fédération. Pourquoi, monsieur Lams? Pourquoi? Écoutez, je pense que de manière très claire, notre système éducatif est construit autour d'un quasi-marché. Et donc les concurrences entre écoles de réseaux différents, de niveaux différents, elles existent, on le sait. Faire de la publicité par rapport à ces niveaux, c'est contraire, je dirais, à l'esprit qui voudrait qu'il y ait plus d'hétérogénéité dans un certain nombre d'écoles. Pour revenir sur ce que Mme Maty a dit là tout de suite par rapport à des écoles qui ont un bon niveau et des écoles qui ont un niveau plus faible, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, moi c'est ce que j'appelle les écoles remarquables, c'est que des écoles avec des mêmes publics par exemple fragilisés, peuvent avoir des résultats extrêmement différents. Parce que là, il y a dans certaines écoles une dynamique qui fait qu'il y a un taux de réussite et de bonne réussite extrêmement intéressant. Donc ce qu'on doit faire, c'est pouvoir se pencher, et nous avons demandé au service de l'inspection générale d'analyser ce qui se passe dans ces écoles qu'on appellera remarquables. Et pour ce qui est de la publicité, il y a effectivement un article dans la loi du pacte scolaire qui interdit de faire la publicité au niveau des écoles à ce niveau-là. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités ce soir.